La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 9 avril 2025. Ça s'appelle ce matin peur sur l'obligataire. La tension est encore montée d'un cran sur les marchés financiers hier avec l'instauration effective des droits de douane réciproques par l'administration Trump, notamment les fameux 104% sur les produits chinois. Les investisseurs ont de plus en plus de mal à imaginer que ça ne va pas se terminer dans le mur. Le marché obligataire envoie, lui, de curieux signaux, on va en reparler un petit peu après. On a pas mal d'appels au report des droits de douane qui se multiplient jusque dans le camp présidentiel aux États-Unis et les regards se tournent déjà vers la Banque centrale américaine pour envisager un retour au calme. Bref, c'est un peu le foutoir. La séance boursière de mardi a été marquée par le redressement des places européennes et par le rebond avorté de Wall Street. L'indice S&P 500, qui est le plus suivi de la bourse de New York, a commencé par gagner 4%, ça c'était plutôt pas mal hier, mais il a fini en baisse de 1,6%. C'est une volatilité qui est assez typique de la phase d'incertitude actuelle. Ceci dit, l'incapacité de Wall Street à rebondir en dit assez long sur la tension qui règne pour le moment. D'ailleurs, c'est la 4e séance consécutive dans le rouge pour le S&P 500. Il a perdu 12% depuis mercredi dernier et 19% par rapport à ses records de février. Du côté de l'Europe, les indices ont temporairement brisé leur série baissière. Le Stoxx Europe 600, qui regroupe les plus grandes sociétés des divers pays du vieux continent, a même repris 2,7% hier. Ça a réduit les pertes 2025 à 4%. Pour vous donner une comparaison, le S&P 500 est actuellement à moins 15% depuis le début de l'année. Alors il faut quand même pas se leurrer pour autant. Si l'Europe fait mieux que les États-Unis, elle aura quand même du mal à sortir indemne de la tempête déclenchée par la multiplication des droits de douane par l'administration Trump. C'est d'ailleurs ce matin que les surtaxes douanières sont entrées en vigueur. La Chine, qui a décidé d'engager le bras de fer avec les États-Unis, écope donc de 104%, ce qui signifie grosso modo qu'un produit chinois est 2 fois plus cher que si les échanges étaient totalement libres. Washington parie que Pékin va devoir plier les Chines compte tenu de son colossal excédent commercial avec les États-Unis, et Pékin pense que Washington ne tiendra pas la distance en cas de conflit commercial mondial. On a aussi toute une palanquée d'autres surtaxes qui sont désormais en vigueur entre les États-Unis et pas mal d'autres pays. Des négociations bilatérales doivent démarrer, mais certaines économies font de la résistance, à l'image de la Chine, mais aussi de l'UE qui a prévu de répliquer d'abord et discuter ensuite dans une sorte de renversement du train-train habituel du vieux continent. Oui, car le continent européen a un petit peu cassé son image de loser ces derniers temps après avoir été malmené par l'Amérique de Trump. Alors pas au point de constituer un havre de paix pour autant, mais disons que les signaux sont plus favorables qu'ils ne l'étaient il y a 2 mois. Hier d'ailleurs, les indicateurs avancés européens ont frémi en hausse malgré la déconfiture de Wall Street quand un accord de coalition autour de Friedrich Merz a été annoncé dans les médias allemands. Alors en temps boursier normaux, tout le monde se fout de ce genre de choses, il y a des choses plus excitantes que ça, mais en l'occurrence ça fonctionne pas mal. Et j'ose le dire, même si je n'en suis pas totalement persuadé, l'Europe, malgré ses fêlures, apparaît actuellement comme plus sûre que les États-Unis pour les investisseurs. Bon alors il faut pas rêver quand même, ça va pas empêcher les indices de démarrer en forte baisse ce matin, il ne faut pas exagérer, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. La défiance envers les États-Unis est d'autant plus marquée qu'un nouveau personnage vient de s'inviter dans le storytelling, le comportement du marché obligataire. Dans un contexte basique, les rendements obligataires américains devraient baisser parce que les investisseurs vendent à tour de bras des actions pour aller se cacher dans des actifs moins risqués, en particulier les bons du trésor US, dont je vous le rappelle, le rendement baisse quand le prix monte et inversement. Normalement, un vaste mouvement d'achat devrait faire reculer les rendements, or là, ils explosent à la hausse et même de façon assez préoccupante. Le rendement du 10 ans US s'est ainsi passé de 3,86% vendredi dernier à plus de 4,46% ce matin. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais sur le marché obligataire, c'est le signe qu'un truc énorme est en train de se passer. Du côté des spécialistes dont je ne fais pas partie, alors j'espère que je vais pas dire des âneries, on met en cause un mécanisme complexe utilisé par certains fonds spéculatifs, ça s'appelle le Treasury Basis Trade. Il consiste à profiter d'écarts de prix entre les obligations et les contrats financiers liés à ces mêmes obligations en empruntant massivement pour amplifier les gains. Mais comme ces stratégies reposent sur un très gros effet de levier, elles deviennent dangereuses quand le marché devient instable. Si les prix bougent trop vite, ces fonds doivent vendre en urgence et ça amplifie évidemment les secousses. Ce phénomène inquiète les experts car il rend fragile un marché qui est censé être un pilier solide du système financier mondial. D'ailleurs, en 2020, ce type de stratégie avait déjà failli provoquer une catastrophe. Elle avait été évitée de justesse à l'époque par une intervention assez massive de la Réserve fédérale. Mais ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres à cette envolée des rendements. On retrouve par exemple le serpent de mer habituel, c'est-à-dire la désaffection pour la dette américaine, qui est perçue comme moins sûre qu'avant, une hypothèse qui est soutenue par un épiphénomène, l'accueil ultra tiède qui a été
réservé au premier des 3 placements de dette du Trésor US cette semaine, et on a aussi la vieille rengaine sur le risque de cession massive de bons du Trésor par les pays qui en détiennent des armoires entières. Je vous rappelle que les plus gros détenteurs de dette américaine hors des États-Unis sont le Japon, qui possède environ 1000 milliards de dollars de dette sur les 34 000 milliards de dollars de la dette US, et la Chine environ 760 milliards de dollars. Ces remous sur le marché obligataire, ils risquent de faire sortir les banques centrales du bois parce que les engrenages financiers font qu'ils affectent d'autres économies que celles des États-Unis. Par exemple, au Japon, les autorités financières, dont la Banque du Japon, ont annoncé ce matin à 7h la convocation d'une réunion d'urgence à 16h heure locale, c'est-à-dire à 9h heure française. C'est un signe évidemment d'une grande tension. Aux États-Unis, bien sûr, les regards se tournent une fois de plus vers la Réserve fédérale, le Fed Put, ce fameux plancher subjectif de tension financière présumé entraîner une réaction officielle de soutien de la Banque centrale est déjà sur toutes les lèvres. Et la probabilité d'une baisse de taux de la Fed lors de la réunion du 7 mai prochain est ainsi passée de 10,6% la semaine dernière à 63% ce matin sur l'outil FedWatch du CME. L'intervention de la Banque centrale est généralement l'ultime branche à laquelle se raccrochent les investisseurs quand ça va assez mal, et c'est aussi le signe que c'est vraiment les remous sur le marché obligataire qui viennent s'ajouter à ceux sur les actions font que les investisseurs vont se montrer de plus en plus vigilants avec les zones sombres ou risquées de l'économie, par exemple les obligations d'entreprise à haut rendement ou le secteur du private equity. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de constater que les grands spécialistes de ces secteurs sont chahutés. Par exemple, le géant de l'investissement américain KKR a perdu 20% en 4 jours et plus du tiers de sa valeur en 2025. Parmi les autres compartiments à surveiller, l'immobilier commercial US qui a perdu 12% en 4 séances, ou les banques régionales aux États-Unis qui ont perdu 14% en 4 séances là aussi. En Asie-Pacifique, ce matin, les indices ont repris leur chute. Tokyo s'effondre de près de 5% après avoir fortement rebondi la veille. Les autres places qui avaient moins progressé reculent de façon plus ou moins prononcée. On a des baisses de l'ordre de 0,6% en Inde, 1,8% en Corée du Sud et en Australie. Côté Chine continentale, on limite le repli à quelques points, mais Hong Kong cède 2,4%. Les places occidentales sont attendues en vive baisse dans une forte volatilité, avec un indice VIX qui navigue au-dessus des 50 points. C'est extrêmement rare. Dans l'actu des sociétés, on communique peu parce que la période est tendue et qu'on est dans une phase de creux avant les résultats trimestriels. En France d'abord, Stellantis aurait engagé McKinsey pour obtenir des conseils stratégiques sur l'avenir de Maserati et d'Alfa Romeo. Ces marques sont en contre-performance récente et elles sont très affectées par les droits de douane aux États-Unis. Technip Energies a remporté un très beau contrat de plus d'1 milliard d'euros pour Blue Point No. 1 ATR, qui serait la plus grande infrastructure de production d'ammoniac bas carbone du monde. Ça se passe aux États-Unis, en Louisiane. Valneva débute l'étude pédiatrique de phase 2 de son candidat vaccin contre la shigellose. CAFOM valide le transfert de ses actions sur Euronext Growth. Dontnod communiquera le 16 avril ses résultats 2024. On a aussi des actus du côté de Poxel et de Jessie. Par ailleurs, quelques valeurs moyennes ont publié: Voyageurs du Monde, Implanet, Blue Linea, Fleury Michon ou encore Uppergy. Ailleurs en Europe, Continental a confirmé la scission de sa division caoutchouc et plastique Contitech pour se recentrer sur les pneus. Le groupe Volkswagen a plus que doublé ses livraisons de véhicules électriques en Europe au T1 2025, livraisons qui sont passées de 74 400 à plus de 150 000. Il s'agit là pas que de la marque Volkswagen, mais de l'ensemble du groupe. Santander n'écarte pas l'idée d'une vente de sa filiale polonaise Santander Bank Polska selon Bloomberg. Rheinmetall a confirmé hier sa confiance dans ses objectifs annuels lors de son appel de pré-clôture du T1 2025. Daimler rachète Avfram pour environ 900 millions d'euros. On enregistre la démission du CEO de Castellum et Pitch Property prévoit une augmentation de capital. En Amérique du Nord, Microsoft a détrôné Apple pour devenir la première capitalisation boursière américaine. KKR s'apprête à racheter Caro Healthcare pour plus de 2,5 milliards d'euros selon Bloomberg. Constellation Energy a défendu son projet d'acquisition de Calpine devant les autorités de régulation mardi aux États-Unis, et Universal Studios, la filiale de Comcast, va ouvrir son premier parc à thème européen près de Londres. On a 2 publications aujourd'hui aux États-Unis à suivre: Constellation Brands et Delta Airlines. Ailleurs dans le monde, TSMC pourrait se voir infliger une amende d'au moins $1 milliard à la suite de l'enquête américaine en cours selon Reuters. Par ailleurs, Donald Trump a dit au groupe taïwanais qu'il payerait 100% d'impôts s'il ne construisait pas d'usine aux États-Unis. Samsung SDI a été contrainte de réduire de 14% le prix des actions proposées dans le cadre de son augmentation de capital de 1,4 milliard de dollars. Le procureur général du Panama enquête sur le contrat portuaire de CK Hutchison, et Foxconn a confirmé son intention de coopérer avec Nissan dans les véhicules
véhicules électriques. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.